Salut tout le monde, c'est Nick. On se retrouve pour un nouvel épisode de La Mentale. Et aujourd'hui, on est invité, il faut se dire, dans ce magnifique espace à Maison Le Porem. Maison Le Porem est la première communauté de vêtements classiques pour hommes et de costumes spécialisés sur mesure à Montréal. C'est situé au 96 rue Sherbrooke-Ouest et je vous conseille d'aller y faire un tour parce que franchement, c'est de la top qualité. Avant de présenter le joueur, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer des prochains épisodes de La Mentale. Vous pouvez aussi aller en description juste en bas pour accéder aux liens pour nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Spotify, pas seulement droit au but, mais aussi Maison Le Porem, Episophite et Samuel Dagnon. Autrefois, athlète par excellence au Québec, membre de l'Académie du CF Montréal et de l'équipe première, il a joué en CPL, en MLS. Je parle d'un rock, un défenseur rugueux, dur sur l'homme, mais paradoxalement dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui est très réservé, poli. On n'entend jamais parler de lui. Je dis ça parce que j'ai la chance aussi que ce soit un ami. Certains l'appellent Terminus, d'autres Choco. C'est toi, Karif Ayaou. Comment tu vas aujourd'hui? Super bien, et toi, Nick? Je vais pas te mentir, on est en train de tourner au mois de décembre. Il fait froid, je suis un peu malade, fatigué. Mais aujourd'hui, on est là, Maison Le Porem. On va pas se mentir, on est obligé d'être là. On est avec Choco. Voilà. Choco Boss. Ça, ça, Terminus. non, ça c'est le surnom. T'as aimé l'introduction? T'es parfaite. En vrai, ils savent pas, mais en off, on a recommencé quand même un tout petit peu. Ouais, mais c'est propre. T'as bien fait tes devoirs. Ah là, j'ai bien fait mes devoirs et j'ai pas parlé aussi du fait que tu sois hyper nul à FIFA. Ah, bon. Ça, c'est les trucs, voilà, que j'aime pas beaucoup parler, mais entre toi et moi, il n'y a pas de niveau. Tu sais, en vrai, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va filmer l'entrevue. Hmm. Et après, je sais que tu vas bientôt partir. On aura la chance de jouer à FIFA. On va mettre un extrait. Ok. Entre-temps, s'il y a moyen, je sortirai mon cellulaire et je vous montrerai quelques vidéos. Non, on fera pas ça. On fera pas ça. Quelques vidéos des résultats des matchs auparavant qu'on avait joué contre Nick. Ok, en plus, tu prends la peine de regarder la caméra pour dire ça. Mais oui, j'ai fait mes devoirs aussi, j'ai anticipé ces questions-là. On sortira le cellulaire, on prendra les photos. Voilà. Écoute, ça a pris du temps. On voulait tourner ensemble depuis un petit bout déjà, presque un an. On n'a pas pu. Tu es un joueur qui est quand même occupé. On va essayer d'y aller étape par étape. Tu connais un peu le principe de l'émission. Ouais. Donc, je vais essayer de pas trop te poser des questions vicieuses. Hein. Ouais, ça marche. Les joueurs précédents là, que j'ai interviewés, ils m'ont dit quelques anecdotes sur toi. Mais justement, dans cette émission, j'aime parler de foot. Évidemment, je pense que l'amour du football, il est là. Mais j'aime bien aussi savoir qui vous êtes. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te motive en tant qu'athlète? Mais pas seulement aussi en tant qu'athlète, mais en tant qu'homme. Parce que oui, il y a le football, mais dans la vie, même pour toi, il n'y a pas que le foot. Pour certains profils, je t'avoue, j'aime bien parler de la vie avant le football pour comprendre comment vous êtes devenu, ce que vous êtes et les influences que tu as eues. Donc, alors, à partir de ça, parle-moi un peu de tes premiers pas, le niveau social de ta famille auquel tu vis, la profession de tes parents, et comment était la vie encore quand tu étais un gamin. Donc, pour débuter, je suis né d'un père ivoirien et d'une mère sénégalaise. Ils se sont rencontrés en 95, je pense, quand ils sont arrivés à Montréal. Ma mère, elle travaille à la banque, tandis que mon père, il est camionneur. J'ai euh, j'ai commencé l'école primaire à Jacques-Prévert. Ensuite, j'ai enchaîné au collège Mont-Saint-Louis pour mon secondaire. Et ensuite, j'ai poursuivi mon cégep au collège Bois de Boulogne. Jacques Prévert, c'est où? Collège Jacques-Prévert, c'est proche d'Annecy, proche de l'hôpital Notre-Dame. Donc, tu as grandi à Montréal. J'ai grandi à Montréal. J'ai grandi à Deux-Guires, sur Henri Bourassa. Ensuite, vers l'âge de 6 8 ans, j'ai déménagé à Laval, dans le quartier de Sainte-Rose. Donc, père ivoirien, mère sénégalaise. La Coupe d'Afrique chez toi, là, c'est comment?
La situation est tendue un peu dans la maison, mais comme d'habitude, j'ai deux pays que j'aime, donc deux pays que je supporterai jusqu'à la fin pour la Coupe d'Afrique. Tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère de 12 ans et petite sœur de 18 ans, Samira et Adam. Et dans cet environnement-là, dans ce style de vie, comment le football il est arrivé à toi? En fait, c'est mon père. Mon père, il adore le foot. Vers l'âge de 6 ans, j'ai commencé à jouer à Fabrose. Ça, c'est dans le quartier de Sainte-Rose. J'ai commencé à jouer là-bas. Ensuite, j'ai aimé ça, j'ai joué, il me poussait et tout. Ensuite, j'ai changé de club pour aller à Chomédé. Entre ça, j'ai fait les sélections régionales à RS Laval. On avait gagné, on avait une super bonne équipe. Ensuite de ça, je suis allé à Étoile de l'Est. Après Étoile de l'Est, on avait le CNHP, Centre national de haute performance. Après le CNHP, ça a été vers l'académie. Et après le contrat pro. Ça a été les étapes de mon parcours. Alors ça, c'est un HP, je savais aucunement. CNHP, ça c'est un programme sport-études pour c'était Team Québec en fait, pour les athlètes je dirais de haut niveau. Donc voilà, le matin à l'école et en après-midi, il y avait l'entraînement à Complexe Bois de Boulogne à Laval. Ça, c'était quoi, vers l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Je dirais. Donc là, tu vois, tu as un peu énuméré ton parcours, mais on va rentrer dans tout ça. Euh, Tu débutes au club de soccer de Fabrose, à l'époque, comme tu as dit, à 16 ans. À 16 ans, à 6 ans, pardon. Donc aujourd'hui, on te connaît comme défenseur. Moi, j'ai vu ta dernière saison avec Fabrose. Tu as une moyenne d'un but par match. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est impossible que tu aies été défenseur toute ta vie. Ouais, comme je dis, tu as bien fait tes devoirs. À l'époque, c'était attaquant de pointe. Voilà, c'était très athlétique, c'était rapide et c'était très bon attaquant de pointe. Mais après, je pense que c'était quoi? Il y avait un joueur blessé. Et là, je devais comme remplacer au poste de défenseur et j'avais bien fait. Et d'ici ce temps-là, j'ai plus jamais joué en attaque. Ça a vraiment été défenseur. C'est vraiment à partir de jeune. Non, ça c'était vers quoi? J'avais peut-être vers 9 ans, 10 ans. Vers 9 ans, 10 ans, j'ai fait le changement vers défenseur. Tu as encore des restes techniques. Ouais, mais tu peux le voir dans la manière de jouer, il y a des petites qualités techniques intéressantes. Ah, les transversales. Ouais, les transversales, les petits fixés, ça joue sur le côté. Ouais, pas mal. Parce que paradoxalement, comme j'ai dit tout à l'heure, on t'appelle Terminus. C'est-à-dire, toi, là, on te connaît parce que tu es un casseur. Ah, terminus, ça c'est terminus prochaine station. Il n'y a pas de prochaine station après, ça se termine maintenant et on récupère. Voilà. Alors, pour moi, tu as ta formation en, en trois étapes. Il y a celle à Fabrouz, le commencement, celle à Chomédé et Toit de l'Est qui t'ouvre quand même beaucoup de portes, donc la révélation, et tu as celle du CF Montréal qui est un peu la consécration, tu vois, du dur travail que tu as fait. Donc tu fais Fabrouz. Vous avez une bonne génération quand même, et tu pars évoluer à Chomédé. J'ai posé la question à d'autres joueurs parce que c'est un phénomène qui est quand même courant. Quand on est jeune, on change de club. Mais qu'est-ce qui te fait justement aller à Chomédé, si jeune comme ça? En fait, le truc, c'est on avait, ça c'était pour aller en triple A. On avait eu deux excellentes saisons avec Fabros, on avait terminé premier. Par contre, l'année d'après, il fallait finir, je pense, dans le top 4 ou le top 3 pour aller en triple A. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à aller en triple A. Et avec Chomédé, le truc avec Chomédé, c'est quand on a fait les sélections régionales, la majorité des joueurs étaient de Chomédé. Donc on avait déjà une bonne équipe. Donc moi je suis allé à Chomédé, il y a un autre défenseur aussi qui était de Fribourg qui allait à Chomédé. Donc en fait, il voulait créer une sorte de super team. Donc ça c'est une des raisons. C'est juste pour jouer en triple A en fait. Donc Super Team, comme tu dis, c'est un choix qui est plutôt payant parce que je vois que durant ces années-là, tes performances te mènent à un camp. U15, si je ne me trompe pas.
Ouais, il y avait un camp U15 pour l'équipe nationale. avec l'équipe nationale. Comment le contact se fait? Euh, Ça, je pense que c'était via Team Québec, je suis pas sûr. Et il y avait quelques joueurs de notre équipe qui sont allés au camp, qui s'est déroulé à Marie-Victorin, avec quelques joueurs aussi de la province de Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard. Donc, c'était une sorte de camp d'identification pour, euh, pour le futur, en fait. Et tu y restes combien de temps? C'était quoi? C'était une durée d'une semaine, camp d'une semaine. Et Beaucoup de joueurs? euh, quand même, je dirais quoi? 25-30. Quelques joueurs. Et ensuite, on devait jouer contre l'Académie de l'Impact à l'époque pour faire les grosses détections. Ok. Et justement, le fait que tu parles aussi que tu as fait équipe Québec et que ça t'a mené à tout ça, tu as fait des sélections régionales. En quelle année? Sélection régionale. Je ne vais pas te demander en quelle année, plutôt t'as quel âge? Quel âge? Mais c'est ça, je chargeais vers 13 ans, 14 ans. Ok. Tu as fait une fois? Ouais, on l'a fait une fois. Ok. Ça s'est déroulé comment? C'était en fait les joueurs de Laval, un tournoi avec toutes les régions de, on va dire Concordia, Laval, Lac-Saint-Louis, Rive-Sud. Ça, c'était un tournoi qui s'est déroulé à Rosanne-la-Flamme, le terrain Saint-Hubert. Donc voilà, il y a deux poules. Les deux premiers passent. On a terminé premier. On a battu Rive-Sud, battu Lac-Saint-Louis et on a fait match nul contre, je pense, une équipe de. J'ai oublié le nom, bref. Et ensuite, on est allé en finale et on a battu Estrie. Estrie 4-1 pour gagner la sélection des tournois régionaux. C'est une belle génération. C'est une très belle génération. Ça, c'était, comme je disais, la même génération qu'on a utilisée pour l'équipe de Chomédé l'année d'après. À peu près les mêmes joueurs. À peu près les mêmes joueurs avec deux, trois joueurs qui venaient d'une autre équipe pour compléter. Mais en gros, c'est une équipe de Chomédé, je dirais. Fabros, Étoile de l'Est. Alors, pour revenir avec l'équipe canadienne, le camp d'identification, c'est quoi ton état d'esprit en y allant? Je me rappelle à l'époque, je pense que j'étais stressé parce que nous, en fait, on n'était pas de l'académie, on était de l'équipe provinciale. Donc, en y allant, je me rappelle, pas, je dirais que j'étais stressé, mais j'étais pas dans ma meilleure forme. Et ça s'est résulté dans les résultats. J'ai pas été sélectionné finalement pour aller au prochain tour. Mais c'est quoi qui a causé ce stress? C'est vraiment le fait de savoir que, parce que c'est quand même un honneur, tu vois, de représenter l'équipe canadienne. C'est vrai, mais après, c'est une autre mentalité. Comme une autre mentalité, ça faisait longtemps, ça n'avait pas cette fin d'aller plus loin. Tu réalisais pas que à cette époque, peut-être, tu étais parmi les meilleurs de ta génération, c'est pour ça que tu avais été invité? Voilà. Ou tu voyais plutôt le fait qu'il y en a deux, trois défenseurs qui ils sont peut-être meilleurs que moi? Non, comme j'ai dit, je réalisais pas, j'avais pas cette fin, cette envie de vouloir aller plus loin. C'est arrivé après. C'est arrivé après. C'était quoi le déclic? Euh, en fait, j'ai commencé à réaliser que j'étais bon, j'avais du potentiel et qu'il y avait vraiment moyen que j'y arrive. En plus, il y avait souvent mon père aussi qui me poussait derrière moi, qui voulait que Carrefour, toi, réveille-toi, tu peux le faire, il y a moyen. Donc là, c'est là que j'ai commencé à pousser et commencer à mettre les efforts pour y arriver. Donc là, après tout ça, tu arrives à Étoile de l'Est. Court passage, encore une fois, je pense que tu y restes un an. Un an et demi, je dirais. Ok. Comment ça? Euh, Parce qu'il y avait, ça c'est en même temps la fin du CNHP. Donc après, je devais trouver quelque chose pour poursuivre. Et à ce temps-là, il y avait pas mal juste l'Académie de l'Impact. Donc là, il y avait Sandro Grandet, qui était directeur technique à l'époque d'Étoile de l'Est, qui a, voilà, qui a parlé de moi avec les membres du CNHP aux membres de l'Académie. Là, je suis allé faire des essais là-bas en U17, ça a été concluant. Et d'ici là, je suis resté là-bas. Bon, on va parler un peu de l'académie parce que tu arrives quand même à un tournant. Tu arrives en U17. U17, deuxième année, ouais. Donc, tu arrives à un moment où beaucoup de joueurs, eux, quittent l'académie. Toi, tu l'intègres. Comment tu réussis justement à ouvrir cette porte? Euh,
En fait, je pense que c'est face aux détections. Pas aux détections, on va dire les tryouts. J'étais le seul qui allait m'entraîner avec l'équipe, avec les 17. Et ça a été, j'ai bien performé honnêtement durant la semaine. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils m'ont gardé. Tout à l'heure, tu parlais de la sélection nationale, que tu avais dit que tu avais quand même un stress. Est-ce que c'est à partir de là que vient le déclic? Tu intègres l'académie, tu te dis, bon, peut-être là, je peux vraiment devenir professionnel ou Euh, non, encore là, déjà, cet état d'esprit, il n'est pas encore venu. Là, c'était juste, je pense, j'étais un bon joueur. Je pense que je méritais d'être là-bas aussi. alors, tu me parles d'état d'esprit n'était pas encore là. Mais quand tu étais jeune, tu joues au football. Tu te dis pas, plus tard, moi, je vais devenir professionnel. En effet, tu as toujours ce rêve de dire que tu veux devenir professionnel, mais quand tu es plus jeune, c'est vraiment pour le plaisir. Tu vas à l'entraînement, tu t'amuses, tu prends du plaisir, tu fais du sport. Mais derrière la tête, je pense comme tout jeune joueur qui s'entraîne, qui joue au foot, je pense qu'on veut tous devenir comme je sais pas, Ronaldo. À l'époque, j'aimais beaucoup Drogba. Drogba et Yaya Touré, ça c'était les gars que j'aimais beaucoup. On avait tous envie de devenir comme eux. Mais comme j'ai dit, avant c'est plus pour le plaisir. Tu jouais pour t'amuser et tout. Ok. Parce que tu rentres, moi, j'ai interviewé des gars, ils me disaient, du moment où tu rentres à l'académie, tu commences à vraiment prendre cette conscience que tu peux vraiment devenir professionnel. Toi, t'es rentré, tu pensais pas comme ça encore. Je dirais, je dirais quelques mois après que j'ai intégré l'Impact, le CF. euh, en fait, juste les installations, l'organisation, les voyages contre d'autres équipes MLS, c'est vraiment là que tu réalises que là, tu es vraiment dans une autre structure, t'es dans une structure professionnelle et que, en fait, si tu es là, c'est pour signer professionnel. Tu n'es pas là pour t'amuser ou tu vois, avoir du plaisir ou quoi que ce soit. Tu es vraiment là pour te développer, essayer de pousser pour aller avec les pros le plus rapidement possible. L'acclimatation au sein du groupe. Toi, tu arrives deuxième année. Tu as dit U17 deuxième année, elle se fait comment? Elle se fait bien. J'étais justement avec quelques gars que je parle toujours. Les Rubens, les Zach, les Cédric, les Joe Sirois. Donc, c'était un bon groupe. Je me suis acclimaté assez facilement. Et voilà, c'était un bon groupe en gros. J'allais te demander, est-ce que tu avais des personnes avec qui tu t'entendais bien? Tu me les as nommées. Est-ce qu'il y en a d'autres ou Il y en avait beaucoup. Il y avait Daniel Pacella, Tristan Drezondes, Johan, William Vandal, Capano. Il y en avait énormément. J'ai vraiment aimé beaucoup cette équipe-là. et les formateurs? Les formateurs, ça c'était Coach Nico, Nicolas Gagnon, Philippe Lafro aussi. Et aussi je dirais dans le monde amateur, comme tu l'as nommé, Étoile de l'Est. Sandro Grandré, Ambro Radouane m'ont beaucoup aidé. Chomede, Costa Zampanis, ARS Laval, Patremando. Ça, c'est les coachs qui ont quand même beaucoup apporté. Donc, durant cette période, tu débutes à l'académie. Ça, c'est 2017. Tu débutes à l'académie. Tu intègres aussi le collège en pré-universitaire. Comment on réussit à jumeler cette vie sportive qui est quand même de haut niveau avec justement cette vie scolaire? Mais en fait, le sport-études, j'ai commencé ça vers secondaire 3 quand j'ai quitté Mont-Saint-Louis et j'ai intégré le CNHP justement. Donc, école le matin et entraînement vers le soir. Donc, à partir de ce moment, c'était la routine. J'y arrivais. Tu vas à l'école, tu étudies et après, tu prends le bus, tu vas au centre, tu t'entraînes, tu te reposes. Et ça, c'était la routine à chaque fois. Donc, quand j'ai intégré l'académie, c'était exactement la même routine, la même chose. Donc, il n'y avait pas de problème sur ça. Et une journée, dans le fond, dans la vie de Carifa en 2017, pré-universitaire, elle ressemble à quoi? En 2017, pré-universitaire, ça, c'était Cégep Bois de Boulogne alors. Donc,
3 cours, on va dire de 8 heures jusqu'à midi. À partir de là, je prenais mon bus jusqu'au métro Henri Bourassa. Ensuite, du métro Henri Bourassa, j'allais jusqu'au métro P9, me rendre au centre Nutrilait et on avait l'entraînement à 15 heures. À partir de là, de l'entraînement de 15 heures jusqu'à 17 heures, l'entraînement se termine, tu prends ta douche, tu te changes et tu retournes à la maison. Donc, c'était comme ça. Encore l'école, entraînement, école, entraînement. Et ça, c'était vraiment presque toute la semaine. Bah, ça, c'était littéralement toute la semaine. Les entraînements, ils étaient tous les jours ou... Ouais, c'est tous les jours. C'était du lundi au vendredi. Et après, ça dépend si le match est à la maison samedi ou si le match est à l'extérieur. Donc, ça veut dire que tu as joué avec Rubens, c'est la même génération que lui. Ou devrais-je dire, Rubens est la même génération que toi. Ok, wow, Rubens, faut pas oublier, c'est un 2001, mais j'ai joué avec lui. Alors, ta cohorte, si on peut l'appeler comme ça, euh, elle était comment sur le terrain? Euh, mais en fait, U17, deuxième année, moi je suis un 2000, je joue avec les 2001. L'année d'après, U19, première année, on était avec les plus vieux, les 99. Et après U19, deuxième année, j'étais avec encore les 2001. Voilà, 2000, on avait une bonne génération de joueurs. Ah ouais. Il y en a quelques maintenant qui sont universitaires. Il y a d'autres qui sont pros aussi. Donc voilà, c'est pas mal. Moi, j'ai remarqué aussi, tu as dit qu'il y en a qui sont pas mal, mais toi aussi, rapidement, tu fais tes marques. Tu joues d'une bonne réputation. Au point où tu commences tranquillement, pas vite, à côtoyer le monde professionnel. Et tu retournes même faire un camp avec l'équipe canadienne en U17. De retour une nouvelle fois. Comment ça se passe? En U17, ça c'était le camp à Toronto. Il y avait un autre gars de Montréal, Yohan Le Bourris, un central, on était y allés ensemble. Et ça, je pense que c'était la préparation, parce qu'il y avait la CONCACAF U17 qui venait. Je pense que c'était pour ça ce camp, ouais. Ça s'est passé comment? Le camp s'est bien passé, honnêtement. Il y avait beaucoup de gars de Toronto, beaucoup de gars de Vancouver. Il faut noter aussi quand je suis arrivé là, je venais de rentrer à l'académie. Mais c'était un bon niveau. C'était un bon niveau de foot. Les gars étaient bons. Et c'est vraiment là aussi que j'ai réalisé genre, qu'il y avait des bons joueurs au Canada, vraiment. Dans les autres académies MLS. Parce que j'ai regardé un peu la liste et j'ai vu un nom, un petit joueur là, je pense que c'est Jonathan David. Ah, Et là, le A, ça va devenir intéressant. J'ai parlé avec Wesley et il m'avait dit que pour lui c'était un phénomène, mais que grâce à Dieu, il n'avait pas eu la chance de l'affronter parce qu'il faisait des petits jeux d'entraînement et attaquant avec attaquant contre les défenseurs. Toi, tu es défenseur, tu as joué contre lui. Et là, je te vois sourire. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il était aussi fort qu'aujourd'hui à l'époque? euh, c'était un très bon joueur. Très bon joueur. Il était fort, il était physique, il était rapide. C'était un attaquant complet même avant. Ok. Puis tu l'as affronté, t'as pas fait la misère. Moi, j'ai affronté, il y a des trucs qui sont arrivés. Bon, On a fait un contre un, il a passé, je l'ai arrêté. tu dois dire tu dois dire que tu l'as arrêté. Oh, on a dit de l'arrêter. Ah, Il se passait que tu l'as arrêté ou? Parce qu'en fait, c'était dans une petite boîte. Il y avait 2 buts ici, c'était un exercice 1 contre 1. Et il y avait le coach sur le côté avec plusieurs ballons. Donc, il donnait la balle à l'attaquant et l'attaquant, franchement, pendant 1 minute 30 secondes, il devait essayer de me dribbler en fait. Donc voilà, il vient, il dribble, il dribble. Quand je récupère, je dois marquer dans le but. Il est passé quelques fois, j'ai arrêté quelques fois, je marque. Donc c'était là qu'il m'a eu quelques fois, je dirais. Mais je l'ai eu quelques fois aussi, il faut noter ça. Mais il faut le noter, on va le noter. Excellent. Comment alors se passe le camp pour toi, d'un point de vue personnel? Hmm, je pense le camp était correct, je dirais. Parce que je ne vais pas dire bien, parce qu'au final, je n'ai pas été pris aussi Mhm. pour l'équipe canadienne du 17. Donc, je dirais que c'était un camp qui était correct. Est-ce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient invités ou... Non, ça c'était une squad, je pense, de 25 joueurs, je dirais. Squad de 25 joueurs. Ouais. Et après, c'est aller faire
comme tu as dit. Ouais, le tournoi U17 CONCACAF. Ok. Alors, en novembre 2017, Rémi Garde est nommé entraîneur du CF Montréal. C'est un entraîneur qui est connu quand même pour avoir lancé à Lyon beaucoup de jeunes joueurs. Toi, quand tu perçois sa signature, tu ne te dis pas que ça peut être un bonus aussi pour toi, sachant qu'il regarde beaucoup sur les équipes de jeunes. Hmm, ouais, mais je pense que, comme j'ai dit, dès que je suis rentré, peu importe ça allait être qui le coach, il fallait travailler, tous donner aux entraînements pour signer en fait. Je dis ça parce que d'un œil extérieur, on sent quand même que le projet au CF Montréal, il change un peu. Il y a, on se base davantage sur la formation de joueurs. Là où avant, à l'époque, il y avait par exemple des Carwinet qui sortaient, il y a Balou qui a commencé à sortir. Euh, des joueurs qui sortent un peu, euh, qui sont sortis un peu sur plusieurs années. Est-ce que toi, tu as senti aussi ce changement dans l'organisation? Euh, ouais, je peux dire que oui, parce que il y avait quoi, l'année plus âgés que moi, les Chouanière, les Daniel, les Clément, c'était des joueurs qui étaient, comment dire, c'était des réguliers, ils s'entraînaient régulièrement. Ensuite de là, ils ont signé. Donc ça, c'était, c'est pas ouais, je peux dire une sorte de signe pour dire que voilà, ils regardent à l'académie et si tu performes bien, ben, tu auras ta chance. Et après, il va juste falloir que tu saisisses ta chance, en fait. Tu as la chance, toi, de participer à des stages de pré-saison durant cette période où tu es vraiment collégial. Collégial, ça, c'était à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner avec la première équipe assez régulièrement. C'est là que ça a Commencer commencé. à t'entraîner quand ça? Ça c'est quand? C'est durant la saison, je dirais vers quoi? Vers mai, juin. Ok. J'ai 2018 commencé. ou Euh, Ça, c'était vers ma U19 première année. Donc, c'était après l'année que je suis rentré. Donc, voilà, j'ai commencé à faire des entraînements occasionnels. Et après, ça a commencé à. Je recevais le message assez souvent que tu t'entraînes avec la première équipe, viens à telle heure. Donc, ouais. là, je vais faire un petit saut parce que justement en 2019, en juin, tu signes ton premier contrat professionnel avec le CF Montréal. Toi qui as longtemps dit, pas vraiment quand tu es rentré même au CF Montréal, une finalité, un contrat professionnel. Là, tu le signes. C'est quoi les émotions? Euh, Fier quand même. Euh, un honneur parce que il y a quand même eu des sacrifices. On a quand même, en tout cas mes parents, j'étais quand même à l'école privée pendant toute ma jeunesse et le fait on peut dire, de délaisser un peu pour le foot en allant au sport-études, donc en mettant plus d'emphase sur le sport. Je pense que ça a quand même été, on va dire, un risque pris par mes parents. Donc, c'est un risque finalement qui a été concluant. Donc, c'est un truc que je suis fier et que j'étais content. Et après, avec tous en sachant que quand tu rentres à l'académie aussi, c'est pas cinq six joueurs qui signent. Il y a des années, c'est 0 joueur. Il y a des années que c'est 3, des années, c'est un joueur. Donc, en fait, pendant toute la saison, tu as une saison avec ton équipe et tout. Tu vas aller faire les playoffs et tout. Mais en même temps, c'est une compétition. C'est une bataille entre les joueurs de la même équipe pour essayer d'avoir ce contrat pro. Essayer d'être ce joueur qui va aller, qui va aller faire les entraînements en équipe première et pas s'entraîner avec les U19. Donc, au final, comme j'ai dit, c'est une fierté, c'est un soulagement que voilà, toute cette combativité, ces efforts, ben, au final, ils ont porté ces fruits-là en ayant ce contrat. Donc, c'était quand même beaucoup d'émotions, je dirais. Tu parles du risque que tu as pris, qui est louable aussi, il faut se dire. Tes parents aussi, j'ai envie de parler un peu de tes parents parce qu'ils t'ont quand même accompagné dans ce processus. Euh, toi, de ton œil extérieur, tu, comment tu sentais justement, si je pourrais le dire comme ça, la force que tes parents t'ont donnée tout au long de ton parcours? Euh, Ma mère, elle supportait, mais pas énormément. Mais mon père, il a souvent été là. Il a toujours été là. Que ce soit quand je fais mes bonnes performances ou mes mauvaises performances. Et
il était là pour me pousser. Quand je jouais pas bien, bah, il me le disait. Quand on allait au match et j'allais en avant, tout allait bien. Quand je savais que j'allais pas jouer, j'allais derrière. Donc il savait que voilà, j'avais pas bien joué, que je voulais pas lui parler. Mais mon père, c'est vraiment lui qui m'a fait aimer le foot, tu vois. On regarde le match le week-end, on regarde la Coupe d'Afrique ensemble, regarde lui comment il fait ça, regarde lui comment il est comme ça. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à prendre des notes et à essayer d'intégrer ça dans mon jeu. Donc il m'a quand même tout donné, mon père. Qu'est-ce que je comprends un peu, le papa, il t'a un peu donné la culture du football. Il a donné la culture du football à Et la maman peut-être, elle aimait plus le côté école. maman, c'était plus du côté école, mais avec le sport-études, j'étais capable de faire les deux. Donc papa était content avec le foot et maman il avait l'école. Donc tout s'est bien passé. Alors, on parle de la signature. Comment les contacts se sont créés? Comment on t'a annoncé que Carifa, on aimerait te signer avec le club? Ben, en fait, c'était avec les entraînements. Euh, Comme je disais, je commençais à m'entraîner régulièrement, ça se passait bien et tout et tout. Et puis là, il y a mon agent ben, qui m'a envoyé une offre de contrat me disant que voilà, l'Impact, le CF, il veut te signer, ils sont intéressés à t'avoir. Et tant que tu seras un bon projet pour le futur et qu'ils aiment ton profil. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu quelques autres entraînements et finalement, ils ont envoyé une offre genre fixe. Et après, c'est ça, et la signature. Alors, on parle justement, tu as dit que le CF aimait bien ton profil. C'est quoi le projet qu'on te vend au moment de ta signature dans les bureaux là? Bah, on va dire, t'es un défenseur d'avenir. Euh, Physiquement, c'est du très haut niveau. Techniquement aussi, c'est propre. Donc voilà, m'intégrer petit à petit jusqu'au monde des pros. Ok. Alors, je vais faire une autre parenthèse parce que tu as quand même vécu la majorité de ta formation dans le monde amateur. Tu es arrivé, je dis amateur entre guillemets, euh, parce que c'est vraiment les équipes locales que tu as connues aussi, même si tu as fait le CNHP. Quand, Comment on arrive justement à surmonter les nombreux défis pour atteindre le monde professionnel? Parce que la majorité des joueurs pro, euh, ils viennent du centre de formation. Toi, tu n'as pas vraiment connu le centre de formation, tu n'as pas été bercé à la formation à partir de tes 12 ans. Comment on arrive à se perfaire? Parce qu'aujourd'hui, tu as un exemple aussi. Parce qu'il y en a plein qui nous regardent, qui, on va dire, ils ont 16 ans, ils sont très très bons, ils sont talentueux, comme toi, tu as été talentueux. Ils ne sont pas au port de l'académie. Ils rêvent quand même de devenir professionnels. Comment on fait? Comment on arrive justement à monter les échelons? Hmm, bah, en fait, c'est le travail, c'est surpasser, c'est d'essayer d'être toujours le meilleur. Parce que, comme mon père me disait avant, quand tu joues, bah, tu sais jamais qui te regarde. Peut-être il y a des détecteurs, peut-être il y a des coachs qui sont là. Donc, c'est toujours donner son 100% et de toujours mouiller le maillot. Ça, c'est un truc, toujours mouiller le maillot. Tu penses que à cette époque, tu aurais pu signer un contrat professionnel ailleurs qu'au CF Montréal? Hmm, ça, c'est une question difficile à dire parce que je ne regardais pas trop ailleurs, honnêtement. J'étais à l'académie et comme on disait, quand nous on s'entraînait à 15 heures, ben, le matin, tout le monde va être le matin avec les pros. C'était ça les vues, tu les voyais marcher dans le centre et ben, un jour tu voulais être à leur place. Donc je regardais vraiment pas ailleurs, c'était vraiment l'objectif les pros. T'avais les yeux que pour le CF. Ben, t'es de Montréal, c'est ta ville, t'as joué euh, dans les clubs à Laval, à Montréal. Tu joues pour, euh, tu joues pour ta ville, je dirais, donc tu regardes pas ailleurs, pas français, c'était ici. Alors, tu joues pour ta ville. 2019, tu remportes quand même le championnat canadien avec le CF Montréal. Aujourd'hui, avec le recul, comment tu interprètes ce moment? Le championnat canadien, ça c'était contre Toronto. Bah, c'était bien, on va dire,
c'est un bon achievement parce que à ce moment-là, ça venait de signer, ça commençait tu vois, à bien s'entraîner. Même si ça n'a pas joué, je pense que ça fait quand même plaisir, d'autant plus c'est contre Toronto, de gagner un trophée. Ça, c'est les trucs que tu regardes et que tu vois, tu veux jouer dans des matchs comme ça, tu veux avoir un impact dans les matchs comme ça, donc ça a fait plaisir. En octobre 2019, un nouvel entraîneur débarque. C'est Thierry Henry, connu pour son passage à Monaco. Il a lancé aussi des jeunes, des Badiachil, des Massengo, et j'en passe. Toi, tu vois un autre entraîneur formateur arriver, tu viens de signer ton premier contrat, tu es un peu cette étiquette de la relève aussi. Comment tu réagis à sa nomination? Ça, c'était beaucoup d'excitation parce que c'est quand même Thierry Henry qui vient te coacher, qui est maintenant ton entraîneur. Donc là, tu penses au truc qu'il peut t'apprendre, tu penses au truc qu'il peut t'apporter. Donc c'était vraiment bien. Tu passes une saison avec lui, même si elle est tronquée par le Covid. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens? C'est quel type d'entraîneur Thierry Henry? Thierry Henry, c'était entraîneur qui fait attention aux détails. Les petits détails sur le terrain, c'est très important pour lui. Le pied dans lequel tu reçois la passe, la force, euh, les épaules, savoir quand intervenir, quand rester. Donc, coach qui fait attention aux détails, je dirais. Un ancien grand attaquant, parce qu'il avait, je sais que voilà, il a des adjoints aussi spécialisés pour la défense, mais est-ce qu'il donne quand même des conseils? Il m'a donné souvent des conseils. On faisait souvent, quand on était dans la bulle à New York, il y avait souvent un exercice qu'on faisait avec l'attaquant Mason Toy. Donc, en fait, c'était travail dos au jeu de Mason, mais c'était moi qui défendais. Donc, Thierry Henry il est là, Mason est là, je suis derrière lui. Il fait la passe à Mason et moi, j'essaie soit d'intervenir ou soit l'empêcher de tourner. Ça, c'est un exercice qu'on faisait très, très souvent pour m'apprendre à jouer comme par exemple des attaquants qui sont plus physiques que moi. Parce qu'à l'époque, j'étais costaud, mais quand j'y pense, j'étais pas si costaud que ça. Donc voilà, ça c'est un exercice que je travaille souvent. Parce qu'au final, j'ai envie de dire, j'ai plein de questions aussi qui viennent parce qu'on est d'accord que si Thierry Henry, tu as quand même côtoyé Thierry Henry, je veux dire, tu grandis, tu aimes le foot, comme tu dis, tu aimais les Didier Drogba, tu as clairement vu les Thierry Henry jouer, que même en MLS là, tu as sûrement vu jouer. Là, tu es là comme entraîneur. Tu dis, il y a de l'excitation. Je veux dire, tu n'es pas fasciné aussi par le personnage. C'est pas un personnage, Thierry Henry. Euh, Après, comment je le vois, c'est un entraîneur, c'est vrai avec un nom, mais à la fin, c'est un entraîneur. Tu t'entraînes, tu es un joueur de son équipe et tu dois gagner ta place. Tu dois t'entraîner fort, il faut que tu oublies que c'est Thierry Henry, il faut que tu travailles, tu t'entraînes. Donc, pas trop de fascination, vraiment. Tu l'as dit tout à l'heure, la MLS reprend sur une sorte de bulle. Toi, cette expérience, je pense que c'est vraiment avec l'équipe. Tu la vis comment? Ça, c'est une expérience très particulière parce que ça, justement, c'est la bulle à New York, année Covid, 3 mois dans un hôtel, distanciation sociale. Je ne pouvais pas retourner à Montréal, on ne voyait pas nos familles. Donc, tu étais avec l'équipe 24 heures sur 24. Donc, je pense que c'est une situation particulière pour n'importe qui, en fait. Mais tu es resté avec les joueurs. On reste avec les joueurs. À cette époque-là, tu traînais avec qui? À cette époque-là, c'était. C'était le petit nouveau, là, quand même. Ouais, mais il y avait quand même souvent les entraînements avec eux, donc je m'étais quand même acclimaté avec le groupe. Mhm. Mais c'est les Christian Ferdinand, les Zako, les Saint-Pierre, les Jackson, je dirais. Après, il y avait Rudy, Saphir, Bach. Il y avait les Latinos aussi, les Rommel, les Maxi. Donc, ouais. Mais à ton départ, quand tu vas à Vancouver, j'avais vu un article de Samuel qui avait parlé en bien de toi aussi. Qui avait dit que tu étais un super joueur,
que tu aurais d'ailleurs mérité d'avoir ta chance. On va en parler plus tard, mais Samuel, j'ai l'impression que c'est un peu un grand frère. Sam, ça c'est mon gars. C'est mon partenaire de code. Quand justement on était dans la bulle, bon, on avait ramené nos consoles et après chaque entraînement, ben, ça jouait à code. Donc, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est un bon gars, une bonne personne. C'est un bon leader pour les jeunes qui venaient donner des conseils et tout. Donc, c'est vraiment été un bon gars et c'est toujours un bon gars pour moi. Tu joues à code, j'espère que tu ne jouais pas à FIFA parce Bah, on va pas en parler en vraiment. fait, en fait FIFA, depuis ton arrêt de jeu, je t'ai envoyé plusieurs demandes. On va pas- Parce que tu sais que si ça rejoue, ça va mal finir pour toi. C'est simple. Je vais pas rentrer dans la provocation là. Euh, je vais continuer. Ouais, tu sais. Si je te dis le 20 septembre 2020, est-ce que tu sais c'est quoi? 20 septembre, ça c'est le premier match Philadelphie dans la bulle. C'est ta première apparition. Première apparition, voilà. Tu disputes ton premier match professionnel contre Philadelphie. C'est une défaite 4-1. Mais toi, personnellement, Super beau moment de finalement mettre le chandail à l'échauffement, tu vois. Carifa vient. Carifa vient. Ok, mettre mes protèges et tout, on est prêt. On est sur la ligne, on est là, on attend. Là, le changement se fait, c'était content. C'était juste, honnêtement. Il y a Wilfried, il me disait, Carifa, prends du plaisir, amuse-toi. Et c'était un bon conseil parce que j'ai vraiment pris du plaisir. Finalement, tu mets les pieds dans un match professionnel compétitif, même si malheureusement ça finit en défaite. Mais c'était un bon début pour mon accomplissement futur. comment tu rentres comme ça? Je sais que, bon, tu rentres quand même sur un score qui est défavorable, mais t'es pas un peu stressé? T'as pas un stress de performance? Euh, Pas trop, parce qu'en fait, ça attendait ce moment depuis longtemps. Ça attendait ce moment depuis longtemps et ça voulait jouer. Donc, le stress, il vient pas à ce moment-là. C'est vraiment, tu joues et tu défoules, tu fais ce que tu as à faire. En plus, si je me rappelle bien, je pense qu'on avait un carton rouge. Donc, c'est vraiment jouer et essayer de bien faire gagner des points. Tu rejoues 2 jours plus tard contre les Révolutions de New England. Tu fais 90 minutes, vous perdez 3-1. J'imagine que tu as appris un peu avant le match, quand il faisait la composition, Khalifa titulaire. Comment tu réagis à cette nouvelle? Ah, tu me connais, j'avais mon petit sourire. Quand elle a mis la composition et j'ai vu les AO, j'étais content, honnêtement. Parce que voilà, ça on va dire, c'est pas mes débuts, mais c'est le premier 86 premier match que je commence. Tu vois, la file avec les deux équipes, tu vois, je suis là, je tiens l'enfant. Donc, ça fait plaisir. C'est un rêve, toi qui parlais de quand tu étais au centre de formation, tu regardais les joueurs. Maintenant, ça veut dire que Tu vois, c'était justement pour ça que tu t'entraînes fort pour ces petits détails, ces moments-là. C'est rien, mais rentrer sur le terrain comme ça, en sachant qu'il y avait ta famille qui regardait le match à la maison, ça, c'est des trucs qui te font plaisir. tu rates une tête en plus hein, dans ce match-là. Je ne sais Ouais, pas si je tu me t'en rappelle. rappelles. Ouais, je me rappelle, c'est Boyan, il me l'a mis. C'était, c'est tête un peu trop vers l'arrière. Attaquer le ballon. Ouais. T'en rates pas souvent là. Ouais, je me rappelle exactement. Il avait joué rapide en plus. Tu vois, au final, la saison finit assez décevante pour le CF Montréal. Mais pour toi, tu disputes tes premières minutes avec le club. Tu as fait quelques titularisations. Au final, c'est du bon à prendre pour toi. C'était du bon à prendre, je dirais. C'était quoi? Ma première année complète. Donc, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérience acquise. Euh, année, je dirais, comme un positif, je dirais. Et on arrive l'année d'après, en février 2021. Tu es prêté en CPL dans ton club. Je dis ton club parce que t'as fait de très bonnes années là-bas, à Cavalerie. Qu'est-ce qui te pousse justement à rejoindre un nouveau championnat, un nouveau club? Euh, C'était honnêtement pour essayer d'accumuler des minutes.
parce que la CPL, c'est toujours une ligue qui est, on va dire, qui est montante. Tu joues toujours contre des hommes, contre, on va dire, c'est un différent type de championnat que la MLS. Donc, pour un jeune joueur qui venait de signer, bah, je pense que c'est une bonne décision d'aller jouer des minutes là-bas et de progresser rapidement. Parce que le seul moyen de progresser, c'est en jouant des matchs. Aux entraînements, ça, tu progresses, mais en match, tu progresses vraiment plus avec tout le contexte, l'atmosphère et tout. Donc, hormis vraiment cet épisode de la bulle, c'est ta première expérience loin des parents. Première expérience loin des parents, c'était exactement à Calgary. Ouais. Et sentir l'importance, l'amour de sa famille à distance. Est-ce que ça nous rend plus forts? Euh, Ça rend définitivement plus fort parce que au début, c'est vrai que ça te manque un peu tes parents parce que dans la nourriture, tu dois la faire tout seul. Euh, Tu finis l'entraînement, il n'y a pas quelqu'un, tu vois, tu peux revenir et tu vois quelqu'un de vraiment proche de toi pour parler. À l'époque aussi, l'anglais, c'était un peu chaud. C'est compliqué. C'était compliqué, il fallait essayer d'apprendre assez rapidement parce que là-bas, tout est en anglais, tu dois communiquer avec tes coéquipiers, avec ton coach. Donc, c'est un truc qu'il fallait apprendre, pas apprendre, mais voilà, améliorer. Donc, ouais, la distance avec les parents, ça a été un petit choc au début, mais après, ça s'est apaisé. Parce que après, tu es là pour une job, tu es là pour jouer au foot, et jouer des matchs, gagner des matchs. Donc, les parents, c'est tout ce qu'on faisait après, tu vois, c'est FaceTime, tu les appelles, ils sont toujours là. Mais tu avais toujours une job à faire sur le terrain, donc c'était ça la priorité. On parle souvent de grandir comme athlète, mais le fait justement de vivre cette expérience loin, est-ce que tu étais tout seul ou tu étais... J'étais en colocation avec Mo Farsi, José Hernandez et Vic Loturi. Donc, vivre cette expérience-là justement, est-ce que ça te fait grandir non seulement comme athlète, parce que tu discutes des minutes et tu prends de l'expérience, mais aussi en tant qu'homme? Ben, définitivement en tant qu'homme, parce que là, tu es vraiment laissé à toi-même. Tu dois faire des trucs d'homme, tu dois faire des trucs par toi-même. Tu dois te débrouiller tout seul, comme je dis, faire à manger, ranger la maison, tous ces trucs. Donc, ouais, tu grandis en tant qu'homme et voilà, en tant qu'athlète aussi. Tu savais faire à manger, toi? Ouais, il y avait quelques recettes. Simon. Non, il y avait quelques recettes, les vidéos YouTube, recettes faciles, tranquille. Alors, Ouais, c'était chaud un peu, mais il y avait souvent les José, qui lui, il est de Edmonton, et Calgary, Edmonton, c'est proche, donc il y avait souvent sa mère qui amenait la nourriture. ah, voilà, voilà, voilà. De temps en temps, il y avait les omelettes, il y avait les pâtes, il y avait la petite soupe, des trucs simples comme ça. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres formations qui étaient sur tes rangs pour t'avoir en prêt à cette époque? Ou tu sais pas vraiment? Ça, c'est des questions aussi qu'il faut parfois demander à l'agent, mais j'imagine que quand même, tu es un défenseur qui est coté. Il y avait vraiment cavalerie qui était sur toi. Il y avait quelques équipes de la CPL aussi, mais je pense que le projet à Calgary, il était bien pour moi. C'est quoi qui demandait justement? Bah, j'ai parlé à l'entraîneur, ils ont dit comme quoi ils aiment mon profil et tout, et que là-bas, j'allais avoir des minutes, et que, tu vois, genre, je pourrais progresser rapidement. Donc, j'ai dit, OK, je suis allé là-bas, et finalement, c'est une bonne décision. Alors, qui valide ton départ? Est-ce que c'est la direction? Parce que tu pars un peu dans cette zone floue où Thierry Henry il quitte le CF et je pense que Nancy n'est pas encore nommé comme entraîneur. Je pense pas. Donc, ce départ, c'est vraiment la direction qui t'envoie. Euh, c'est la direction, en fait, c'est mon agent qui avait discuté avec eux. Ils ont entendu comme quoi un prêt, ça pourrait être bénéfique pour moi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on refait le schéma. Tu es à l'aéroport de Calgary. Tu débarques. Ton anglais, il est compliqué. Ça, c'est pas... On va pas en parler. Tu n'as jamais été aussi loin de tes parents, de tes amis. Tu penses 100% football. Toi, c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi ta mentalité en allant là?
Euh, déjà, je rentre dans une nouvelle équipe. Donc, il y a des trucs à prouver. Je viens aussi avec on va dire un statut de joueur MLS où je suis en prêt. Donc, il y a des trucs que je dois montrer. Comme j'ai dit, je suis dans une nouvelle équipe qui avait déjà des joueurs. Donc, j'ai une place à gagner. J'ai des trucs à faire. Donc, c'est vraiment mentalité business. Parce que ça, c'était la pré-saison qui venait. Donc, c'était d'être prêt pour la pré-saison et montrer au coach dans cette pré-saison que, tu vois, c'est vrai que je suis en prêt, mais que j'ai quand même des choses à montrer. Et que je dois montrer au coach que, tu vois, je mérite de jouer. À ton arrivée, qu'est-ce qui t'a tout de suite plu? Que ce soit dans la ville de Calgary ou même au sein de l'effectif avec les gars. Euh, c'est quand même le professionnalisme du club. Je pense à, comment dire, je suis arrivé, on m'a apporté, on m'a logé et tout. J'arrive dans les installations, ils sont propres, les trucs pour ranger ses chaussures et tout. Donc ça m'a surpris, ça m'a plu. Parce que dans ma tête, je me suis dit, je suis rentré dans un environnement qui est propice pour avoir du succès, propice pour avoir des bonnes performances. Donc, je me disais, OK, pour l'année longue, ça va être une bonne année. Puisque j'ai tout le matériel nécessaire pour bien performer. Tu fais tes premiers pas en championnat. Tu débutes en CPL. Tu as joué en MLS. C'est quoi la différence entre les deux championnats? Euh, je dirais, on va dire, sur quelques individualités. Il y a des joueurs qui sont, comment dire, sont vraiment, vraiment forts en MLS, mais il y a aussi des joueurs vraiment, vraiment, vraiment forts en CPL aussi. Le niveau de jeu est rapide, quand même très, très rapide en MLS. L'intensité aussi, c'est très physique. Mais ouais, je dirais que c'est ça. Tu passes quand même d'un statut de titulaire à en devenir au CF Montréal. Au fil de la saison, tu es indiscutable à Cavalerie. Comment on atteint justement ce statut-là? Euh, Comme j'ai dit, c'est en travaillant, c'est c'est en montrant au coach, écouter le coach, faire ce qu'il te demande de faire. Et ensuite, avec les performances, montrer durant ces performances-là que tu vois que tu peux bien faire, tu peux jouer, tu peux aider l'équipe, avoir des clean sheets, marquer des buts, avoir un bon pourcentage de passes. Donc, au fur et à mesure que tu vois les matchs, tu sois constant, constant, constant. Mais après, c'est comme ça que tu deviens titulaire. Parce que dans la tête du coach, tu vois, je peux faire confiance, tu vois, à Carifa, il fait ça. Il fait ce qu'on lui demande de faire, il fait ça bien, ben, pourra pas le garder pour continuer à aider l'équipe. Continue à aider l'équipe. Je pense que tu l'as très très bien fait parce que tu finis quand même la saison avec un trophée donné par les supporters. Tu nous en parles un peu ou... Ouais, ça, c'est en fait, c'était un vote par les supporters pour le joueur de l'année. Et je pense avec les tacles et les interventions, ils ont quand même aimé ça. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai gagné ce prix-là. Ils ont aimé les terminus. Ils ont aimé les terminus, voilà, on va utiliser ce terme maintenant. Est-ce que tu sens justement que tu as progressé dans certains domaines à Cavalerie? Là, dans beaucoup de domaines, parce que, comme j'ai dit, c'était différent on va dire, de jouer contre des joueurs de l'académie, jouer contre des équipes académiciennes, parce que, comme j'ai dit auparavant, c'est des hommes. Maintenant, tu fais une erreur, en fait, ça paye cash. Tu fais une erreur, c'est but après. Donc, ta manière de jouer, tu dois mûrir. Tu dois essayer de jouer avec plus de calme et plus de sérénité. Et voilà, maintenant, t'es dans un monde d'hommes, tu es dans le monde des pros. Donc, il y a des points à gagner, il y a un enjeu, il y a des prix, il y a un trophée à la fin. Donc, c'est vraiment un autre monde, je dirais, que le monde de l'académie, je dirais, qui est plus sur le développement. Le monde pro, c'est plus gagner, avoir des résultats. Donc justement, tu fais ta première année avec Cavalerie, tu en refais une deuxième, quand même un groupe qui se crée, des liens. Est-ce que tu as des joueurs justement avec qui tu étais proche dans le vestiaire? Euh, Forcément, il y avait les gars avec qui que j'habitais. Donc, Farsi, Rosé, Vic. Ensuite, il y avait mes partenaires en défense, Mason et Dan. Gardien, Marco aussi, on était proches. Latéral gauche, Tom, Moussi.
Première année, ça c'est les gars, quand même, je dirais que j'avais une petite chimie avec eux. Toujours en contact avec eux. Ouais, c'était des FaceTime. Donc, il y a quand même une deuxième bonne saison où vraiment tu es en train de t'imposer comme étant, j'ai dit patron de l'effectif du 11, mais aussi aux yeux des observateurs en CPL. Est-ce que à la fin de la campagne, à la fin de ta deuxième saison, tu te sens prêt à réintégrer le CF Montréal? Même à la fin de la première, honnêtement, au cours de la deuxième, à la fin de la deuxième, je me sentais prêt. Je pense que j'avais quand même bien fait après 2 bonnes saisons. J'avais prouvé que voilà, j'avais le niveau pour la MLS. Je me sentais prêt. Ouais. Parce que je pense que c'est en 2022, avant que tu retournes à Cavalerie, le CF Montréal, ils exercent une prolongation de contrat aussi. Ouais, j'exerce une prolongation et il me renvoie en prêt à Calgary. Donc, toi, tu te sens prêt. Et d'un œil extérieur, pour nous aussi, les observateurs, on te sent prêt. Euh, que ce soit en CPL, euh, pour moi, tu n'as presque plus rien à faire. Tu as prouvé ta valeur en CPL, tu as prouvé que tu étais quand même au-dessus. Et puis arrive novembre 2022, si je ne me trompe pas. Euh, le CF Montréal te libère. Et moi, je vais te le dire, comme j'ai dit, pour les observateurs, mon avis personnel, je ne dis pas ça à cause qu'on se connaît et qu'on est amis, mais parce que je le pense, je trouve que cette décision, elle est assez surprenante. Parce que tu viens quand même de faire 2 saisons qui réussissent en CPL, tu as prouvé. La logique, c'est que tu rentres dans la rotation. Juste dans la question de logique sportive, quelqu'un qui fait 2 ans après, c'est à cause que le club, forcément, tient aux joueurs. Mais tu es libéré. Toi, de ton avis personnel, et je le dis parce que je sais que tu aimes le CF Montréal, tu as parlé justement quand tu as fait ta formation, tu as clamé ton amour. Comment tu vis cette décision, justement? Euh, il y avait un peu de surprise, pour être honnête avec toi, parce que voilà, je venais de faire 2 saisons, je m'attendais à un retour et tu vois là, et tu vois démontrer tu vois, si j'avais la capacité, finalement, si j'ai assez appris, si je me suis assez amélioré pour être un MLS. Donc j'étais un peu choqué, un peu surpris lorsqu'on m'a dit qu'il n'exerçait pas mon option. Mais après, d'un autre côté, je le voyais peut-être ça peut être une autre opportunité pour moi. Peut-être au final, tu vois, c'était pas ma place, je dirais. Peut-être j'ai explosé dans un autre club. Donc, je le voyais des deux côtés, honnêtement. Parce qu'on parlait de respect tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça chez toi aussi. Parce que je te connais, je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, le CF Montréal, c'est un club qui te tient à cœur, un club que tu aimes, que tu apprécies. C'est un peu ton club de cœur. Et je sais que on peut avoir du mal à donner toute la vérité quand on est attaché envers un club. Je sais que tu es attaché envers le CF Montréal. Mais quand on est poussé, parce qu'on peut le dire aussi, on est poussé à contre-cœur de son club, je parle de toi au moment où tu l'apprends. Parce que là, tu me dis que oui, forcément, on est obligé de le voir des deux côtés. Parce qu'il y a sûrement beaucoup de déception. Je pense que c'est ça le mot qui peut revenir pour toi. Mais il faut penser aussi à l'avenir. Mais la déception que tu vis, parce que quand on retrace son parcours, j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment connu si on peut mettre entre guillemets de setback. Tu n'as pas vraiment vécu de difficultés, dans le sens que de difficultés, de douleur, comme tu peux vivre cette douleur que tu as vécue. Parce que tu viens du monde amateur, tu as la réussite d'aller au CF Montréal, tu as la réussite
à l'académie, de toucher l'équipe première. Comment on vit ça? Hmm, quelque chose que tu as oublié durant on va dire, mon passage dans le monde amateur, j'ai fait 2 essais à l'académie qui n'ont pas été concluants. C'était des éliminations au premier tour, en fait. Dans le premier pool de joueurs, on m'avait payé pour faire les essais, ça avait pas été concluant au final. Donc ça a été mes premières setbacks, première des choses. Euh, T'avais quel âge? Ça, j'avais quel âge? Je pense que c'est quand j'étais vers Chemédé. Là, vers Chemédé, ça n'avait pas marché. Donc, ça, c'était la première des choses. Deuxième des choses, repose ta question, s'il te plaît. Comment tu vis justement la déception? Comment elle est? Ça, je me rappelle, j'ai appelé mon agent déjà pour avoir des explications. Genre, qu'est-ce qui se passe, comment il le voit, ça va être quoi la prochaine étape. Ensuite, je me suis recueilli à ma mère et à mon père. Et là, ils ont essayé de me réconforter, je dirais. Me dire, tu vois, c'est le football c'est comme ça, le football peut être méchant. Euh, Il y a des choses qui arrivent que peut-être tu n'étais pas prêt, mais peut-être ça peut être le mieux pour toi. Donc, si je suis vraiment requis vers mes parents pour me ressourcer et aller aller de l'avant. Tu l'as appris comment? Tu l'as pas appris sur les réseaux, là, on a communiqué avec. Non, non, c'est mon agent, il m'a appelé. Ça, je me rappelle, j'étais à l'aéroport pour aller au Sénégal. Et là, je suis exactement dans les douanes. Et mon agent m'appelle, il me dit qu'Arifa, Montréal n'a pas pris ton option. Donc là, j'ai raccroché mon téléphone, je l'ai mis dans la boîte est allée dans les douanes. J'ai passé, un truc comme ça. J'ai repris mon cellulaire, j'ai appelé mon agent direct. Là, je lui ai dit, comment ça, ils n'ont pas pris mon option. Et ils ont dit, bah, en fait, le club, il compte pas sur toi pour la saison à venir. Et d'ici là, c'est vraiment là que j'ai pris en compte que, waouh, que finalement, j'ai fait 2 années en prêt, mais finalement, ils ont toujours décidé de ne pas me garder. Donc, après ça, j'ai reparlé à mon agent et là, on a parlé des différentes options. Alors, j'imagine que forcément, quand on se fait libérer à ce stade par son club formateur, ça doit être dur. Comment on fait pour penser ses plaies et continuer d'avancer? Euh, En fait, ça s'est passé très, très rapidement. J'ai vraiment pas eu le temps on va dire, de, tu vois, d'avoir un setback parce que 2 jours après, il y avait le re-entry draft et il y a mon agent qui m'appelle, il me dit Vancouver te veut. Ça, c'est littéralement 2 jours après qu'on n'ait pas pris mon option. Donc, ça a vraiment été très, très rapidement. Alors, on va parler de Vancouver parce que c'est ça que j'allais dire, ça s'est fait très très rapidement. Euh, mais juste avant, il y a aussi ton départ coïncide un peu aussi avec le départ de Wilfred Nancy. Est-ce que tu penses que, je dis ça à cause que Wilfred Nancy a quand même lancé quelques jeunes aussi au courant de son mandat, est-ce que tu penses que ça a aussi joué avec ton avenir? Le fait, parce qu'on sent que le CF Montréal, il change un peu de dimension, c'est pas trop où ce qui s'en va. Je parle en tant que supporter, parce que bon, il y a les Ismaël Koné qui s'en vont, les Kamal Miller qui s'en vont, les Fred Nancy qui s'en vont. On sent qu'ils sont un peu en train de tourner une page. Est-ce que tu sens que peut-être que tu as été tout simplement un dommage collatéral de tout ça? Ça, c'est une question difficile à répondre. Je suis pas dans la table quand les dirigeants y parlent, les directeurs sportifs, les entraîneurs y parlent. Donc, ça, c'est un truc que je peux pas répondre. Alors tu arrives à Vancouver. Ça, tu pourras répondre parce que ça s'est passé hyper rapidement. Et je me rappelle sur les réseaux sociaux, le départ a été annoncé. Ensuite, Vancouver arrive et il t'annonce. Alors, comment tout ça se passe? Tu es encore au Sénégal? Encore au Sénégal, il y a mon agent qui m'appelle. Ils disent comme quoi Vancouver sont intéressés à t'avoir. Je dis, ah ouais, comment ça? Il a dit, ouais, il m'a expliqué le processus du entry draft et voilà, ils veulent t'avoir. Ensuite, j'ai parlé à l'entraîneur et tu vois, il m'avait annoncé que Vancouver me voulait. Là, j'ai parlé à l'entraîneur pour me dire voilà, bienvenue et tout. Ça s'est passé. Après, retour au Sénégal, bah, ils m'envoient le staff, l'organisation m'envoie les exercices pour la pré-saison, les trucs à faire au gym, les courses à faire.
Donc ça, je l'ai fait pendant que je suis au Sénégal et ensuite il y a la pré-saison qui vient. Donc justement, il y a la pré-saison qui vient. Tu as l'entraîneur. Est-ce qu'il a un mot justement pour toi lorsque tu arrives à Vancouver? Ouais, c'est un entraîneur qui est quand même très proche de ses joueurs. Donc, je pense que c'était la base. Bienvenue Carifa à Vancouver et voilà. Fais-toi à l'aise, rencontre des coéquipiers et sens-toi à la maison. Alors, au CF Montréal, tu étais titulaire en devenir. En CPL, tu es titulaire indiscutable. Tu arrives à Vancouver, c'est quoi le projet qu'on te vend? Le projet qu'on me vend, c'est que voilà, tu es un jeune Canadien, t'es Canadien, t'as du potentiel et tu vois, on a confiance en toi et c'est quand même ça qu'ils m'ont dit. Quand on arrive dans un nouveau vestiaire, parce que tu l'as vécu quand tu étais au CF, l'académie, équipe première, cavalerie et maintenant à Vancouver, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est de faire des bonnes prestations à l'entraînement pour impressionner l'entraîneur, pour gagner sa place, ou ça se joue aussi dans le vestiaire? Euh, Proche des joueurs. Bah, honnêtement, ça se joue dans le vestiaire parce que faut oublier le foot, c'est un jeu d'équipe. Donc, il y a des, il faut que tu te fasses des nouveaux amis. Il y a la confiance que tu dois construire. Que sur le terrain, tout est question de confiance. Par exemple, entre les centraux, entre le centraux et le gardien. Donc, il y a des connexions à construire. Ça, c'est quelque chose qu'honnêtement, que je fais assez facilement, il n'y a pas de problème. Tu prends ça naturel, tu prends ça relax, tu discutes, tu apprends à connaître les gars. Ça, c'est au début et après, au fur et à mesure que tu les côtoies, justement, la pré-saison, c'est pour ça. Construire une identité d'équipe, se rapprocher des joueurs. Donc, voilà, tu fais ça et après, voilà, tu builds des connexions avec les gars. Sur le terrain. Et j'ai envie de dire, se faire respecter dans les vestiaires, c'est quelque chose, et je pense que comme tu as dit, c'est primordial. Et sur le terrain, quand on est défenseur, comment on se fait respecter? En faisant une belle transversale ou en faisant un tacle dur sur l'attaquant pour montrer qui tu es? Bah, moi, honnêtement, je suis plus côté tacle sur l'attaquant. Tu passes pas, tu montres, voilà, avec moi, tu vas pas faire tes gris-gris, tes dribbles comme ça. Quand je suis là, c'est soit tu la joues derrière ou tu la joues sur le côté. Mais je veux pas qu'il commence à me dribbler. C'est plus le gars, tu mets ton pied fort, tu lui montres que voilà, tu es ici pour work, tu es ici pour travailler avec moi, tu vois, ça va pas être facile. Oubens, Oubens m'en avait parlé là durant le dernier interview. Il a dit quoi exactement? Ah, il a dit, bon, il a dit deux choses. La première, c'est Khalifa, quand il est derrière toi, tu sais qu'il est là, c'est compliqué. Bon, ok. Après, en CPL, on m'a dit, bah, Khalifa, voilà quoi, ça passe. Bon, le Ruben Passius, la première des choses, lui en fait, il est dans la poche. Ah, Le Ruben, tu vois, c'est 5 duels sur 5 gagnés sur le Ruben. Mais le truc que je lui donne, c'est que, tu vois, il marque. mhm. Il va marquer des pénaltys, il va marquer une déviation, il va marquer des buts comme ça. Mais sinon, dans le jeu, le Ruben, c'est dans la poche. Voilà. C'est des passes manquées. Dès que ça sent la présence de Carifa derrière, le contrôle, il va le manquer. Voilà, ça va blâmer les autres coéquipiers. Donc, voilà. Le Ruben, il faut laisser. Mais c'est un très bon attaquant. Alors, Oubens, si tu vois ça, on t'embrasse. Pavras lui-même, il sait au fond de lui, c'est comment. Alors, justement, tu parles des types d'attaquants. Et en tant que défenseur central, qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer? Est-ce que c'est un défenseur costaud comme toi qui va vraiment jouer sur ses appuis ou c'est une espèce de, ça, les piles électriques qui se déplacent? Oh, ça, c'est une question difficile. Mais je dirais, je dirais les joueurs vifs techniques. Parce que si c'est des attaquants physiques, ça joue en fait sur mes qualités. Ouais. Faut juste que tu ailles fort sur lui, que tu sois agressif, que tu t'assures d'aller à 100% à chaque duel parce que tu sais que lui, il est bon dans ça. Tandis que les joueurs vifs, en fait, ça bouge trop. Mhm. C'est pas calme et c'est très technique. Il faut bouger les appuis. Faut vraiment être intelligent avec ce sort d'attaquant. Le sort de milieu offensif, les joueurs vifs et techniques. Tandis que comme j'ai les attaquants physiques, rapides, euh,
les attaquants physiques, vraiment, comme j'ai dit, il faut aller 100% avec eux. Les attaquants rapides, faut donner de l'espace, il faut être intelligent avec eux. So, tu sais, si tu laisses de l'espace derrière et que ça pousse le ballon, s'ils sont rapides, ça va être dur à rattraper. Donc, tu fais des apparitions en équipe première. Tu en fais avec les U23 aussi. Comment tu juges, toi, cette saison avec Vancouver? Euh, je dirais une saison assez décevante parce que je partais quand même de 2 saisons complètes et j'anticipais que ça allait être la même chose l'année suivante, mais j'ai très peu joué cette saison, donc en termes de minutes, on ne peut pas dire que c'est une saison concluante. Ok. J'ai pas énormément joué, et en tant que joueur professionnel, tu dois jouer des matchs. Et j'ai pas joué beaucoup de matchs, aussi simple que ça. Quand on survole la CPL comme ça, comme tu l'as fait, et qu'on arrive en MLS à Vancouver, et que, bon, à ton poste aussi, il y avait quand même, il y a beaucoup de joueurs, il y a aussi énormément de qualité, et que on se retrouve dans une rotation, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Euh, Tu te dis, qu'est-ce que tu dois faire pour être titulaire? Mhm. Euh, Quelles sont les choses on va dire, que tu dois ajuster pour te permettre d'être titulaire? Parce que j'imagine qu'aux entraînements, tu performes. C'est le paradoxe en fait. Parce que nous, on voit pas, mais on te connaît, on sait que tu es un professionnel, tu travailles dur à l'entraînement. Comment on fait pour que l'entraîneur y voit, justement? Ouais, c'est comme ça, tout doit se jouer aux entraînements. D'autant plus puisque je jouais pas beaucoup, bah, en fait, pour moi, les entraînements, c'était des matchs. Euh, je devais tacler. Les gens n'aiment pas quand je tacle, mais je dois tacler, ça c'est mon jeu. Euh, 50-50, bah, j'ai pas retenu à mon pied, il faut que j'aille à 50%. Je dois y aller à 100% justement, parce que je dois montrer au coach que tu vois, je suis game fit et que je suis prêt. Alors, Khalifa, l'interview touche à sa fin. Avant de te laisser, tu as été pas mal, hein? Ah, bah, ça va. La présentation était propre. Ouais, bah, on essaye. On essaye de se mettre à ton niveau quand même. Bon, tranquille. Mais avant de te laisser, j'ai une dernière question pour toi. Euh, Si tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, qui rêvent de devenir professionnels, c'est quoi? J'allais dire le travail, mais le travail, c'est mandatoire. T'as pas le choix de travailler. Mais on va dire de rester focus sur la tâche, d'essayer d'éviter les distractions, d'essayer de travailler sur toi-même, que ce soit sur le terrain ou bien travailler sur toi, ton mental, ta personne. Je pense que c'est un truc à faire, d'être aussi à l'écoute de tes éducateurs, puisque quand tu es jeune, ils ont plus de connaissances que toi, ils ont plus d'expérience que toi, donc c'est des trucs à faire écouter tes éducateurs. Et puis, voilà, croire en toi aussi, parce que personne d'autre ne croira en toi. Donc, voilà, Khalifa, merci beaucoup. plaisir, mon gars, Nick. Ah, ah. Ouais, on se retrouvera, hein, parce que, bon, on sait qu'on a quelques matchs Ah, à régler. bah, j'ai une correction à te donner. Donc, Je vais laisser, tu sais quoi? Je vais te laisser croire qu'est-ce que tu veux, et on réglera ça plus tard. bon, le truc, comme j'ai dit, c'est que j'ai les preuves. J'ai les preuves, tu ne les as pas. Et Khalifa, merci beaucoup, mon gars. Ça fait plaisir. Garde la mentale. On garde la mentale. On se dit à la prochaine. À la prochaine, droite au but.